C'est une mémoire encore vive et une histoire déjà ancienne. Juste le temps d'une génération, juste le temps d'oublier que des ouvriers pouvaient alors entraîner toute une région dans un mouvement de solidarité encore jamais vu. En quelques semaines, le conflit social du Juin français, parti de Saint-Brieuc, va devenir le symbole d'un combat régional pour la dignité ouvrière et une affaire politique nationale autour du problème de la décentralisation. Au Juin français, les ouvriers bretons disent merde au patron. Au Juin français, les ouvriers bretons disent merde au patron. Les gardes mobiles ont rappliqué, la colère d'un ton a monté. Rien d'étonnant alors qu'après, que le directeur soit séquestré. Ce refrain, les grévistes du Juin français le reprendront pendant les 8 semaines du conflit. En 1972, la crise de mai 68 continue à travailler la société française. C'est la situation des ouvriers spécialisés, les OS, qui arrivent au devant de la scène avec des formes de lutte radicale qui bousculent les habitudes syndicales. Un jeune cinéaste militant, Jean-Louis Le Tacon, est au milieu des grévistes. Avec sa caméra Super 8, il filme la séquestration des patrons. Dans le four. C'était... Je ne comprends pas qu'on n'a pas eu des gestes violents, physiques. Oh, ça a été à la limite. Alors, Rassou, tu négocies? Là, cette nuit-là, les insultes pleuvent. Ah enfin, oui, les... oui, là c'est... Ah oui, il y a des noms d'oiseaux, il y a des noms de tout. Vous les appelez les trois... Comment vous appelez? Crassou. Trois crassous. Qu'est-ce que ça veut dire? Crassou, c'est d'ici, c'est un mot. Oui, c'est du patois. C'est crassous, c'est un cochon, mot qu'ils ont c'est dit des... comme ça et ça avait continué toutes les grèves. Après, on les appelait les trois crassous. Tu négocies crassou, mais pendant toute la nuit, tout ce qu'ils ont été, ils n'ont jamais ouvert la bouche pour dire un mot, pour essayer d'expliquer, pour dire quelque chose, rien. Et je crois que le fait qu'ils se comportent comme ça nous donnait encore plus de force pour aller encore plus loin. Parce qu'on s'est dit, c'est pas possible. On n'a pas fait ça pour rien. Et puis on avait des murs devant nous, mais on s'est dit, on lâchera pas. On peut pas lâcher, arriver à 8 semaines, c'est pas possible. C'est vrai qu'ils restent stoïques, qu'ils restent impassibles. Ils n'ont jamais craqué. Comment ils ont pu? Qu'on ne vienne pas nous dire que la CGE ne peut pas solutionner le problème qui est posé par la revendication de 70 centimes. On lui a posé des arguments humains, il nous répond sur le plan économique, à partir de la situation du Juin français. Moi, je crois que c'est une compensation toute relative de la pression et du conditionnement qui durait depuis des années dans l'usine. Et qu'à un moment donné, l'état de dépendance, il peut se renverser pendant quelques instants. Parce que la dépendance économique, c'est quelque chose qui est violent en permanence. Et c'est tout le problème, tout ce qui peut se dégager comme synthèse d'analyse d'un comportement patronal qui visait précisément à ce que cette main-d'œuvre abondante soit docile. Et à un moment donné, elle ne l'est plus, et pendant une nuit, il y a des employeurs qui ont été eux aussi dépendants. Leur vie n'était pas en danger, il n'y avait pas de risque vital. Quand des gens nombreux font cercle autour de gens qui ne sont pas nombreux et leur crient dessus, on est au degré à peu près zéro de la démocratie. Et c'est la situation dans laquelle on se trouvait à ce moment-là, c'est-à-dire l'état lamentable du dialogue social en France. C'est-à-dire qu'en France, on est dans un pays qui est relativement prospère, mais la modernisation, le fait qu'on a de plus en plus des autoroutes, que le niveau de consommation est de plus en plus élevé, que le béton fleurit quand même abondamment, cette modernisation est conduite par le parti de l'ordre. C'est une situation très particulière. Et il n'y a en rien modernisation des relations sociales. Les relations sociales, elles restent parfaitement archaïques. Encore une fois, elles n'existent
le rapport direction salarié, direction ouvrier, n'existe que dans les bastions où tout cela a été codifié par une histoire sociale très particulière. On avait fait fort quand même. Hein. En regardant ça 30 ans en arrière, c'est vrai que on avait fait fort. Hein. L'histoire avait bien commencé. En 1962, quand le joint français s'installe à Saint-Brieuc, cela représente un beau succès pour la politique de décentralisation industrielle. La mariée était belle, et pour la décider, chacun avait mis son cadeau dans la corbeille. L'addition des aides publiques se montait à l'équivalent de 3 ans de salaire par emploi créé. En échange, la Compagnie Générale d'Électricité promettait d'embaucher jusqu'à 1500 salariés. De la société située à 100 km à l'est de Paris. Coût du transport des matières premières et des produits manufacturés, près de 25 francs. La nouvelle usine, au bord de la 4 voies rapides, ressemble à celle de Mon oncle, le film de Jacques Tati. Le progrès est en marche, tous les espoirs sont permis, et Télé-Bretagne se déplace pour vanter cette nouvelle usine ultramoderne. Des uns et des autres, à la bonne volonté de Saint-Brieuc et à l'appui des pouvoirs publics, le projet devenait réalité et la belle usine neuve développait bientôt ses perspectives sur les 15 hectares situés au bord de la Nationale 12, à l'entrée de la ville. Les pelouses étaient belles. On n'est pas droit d'aller dessus. Et en 62, je suis en instance de séparation, donc j'ai 4 enfants. Et donc je peux compter que sur moi, sur ce que j'aurai en travaillant. C'était une chance que j'ai été embauchée au joint. Le jour-là, j'étais contente d'avoir été embauchée. Finalement, dans les grandes lignes, c'est très simple. En tant qu'ingénieur, moi, je cherchais du travail en Bretagne, de façon à me rapprocher de ma famille, et puis des conditions d'environnement, la plage, le climat breton. Je trouvais que c'était vraiment, je prononce le mot, parce que c'était un vrai bonheur que d'arriver ici, à Saint-Brieuc, dans pareils locaux. Nous fabriquons environ 75 000 types de points. J'étais le seul responsable et je m'occupais aussi bien de la production que de la gestion en fait, du personnel. C'était surtout du personnel féminin, pour 95%, et avec beaucoup de problèmes sociaux, étant donné l'emploi dans la région. Il était nécessaire d'avoir un minimum de qualité, en particulier visuelle, puisque c'était un atelier de finition qui était à la base. Madame, en quoi consiste le travail que vous effectuez là? On dirait que vous enfilez des perles. Bon, c'est un peu plus difficile quand même. Faut faire attention au rebut, c'est ça? Qu'il n'y ait pas de peau collée et puis de petits trous, enfin un peu de tout, quoi. C'est un travail délicat. Ah oui, très même. Nous sommes arrivés à cette époque-là, à un moment où, en fait, la population n'était pas d'un milieu industriel. C'était pas comme le nord ou l'est de la France, c'était une population rurale. Et donc, on a tout d'un coup plongé des gens qui ont été pris dans un milieu rural 30-40 km autour de Saint-Brieuc, avec des cadences, un style de vie rural, dans une ambiance industrielle, avec la notion de la cadence, la notion de l'organisation, la notion des horaires. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé 8 heures par jour devant un établi, tout d'un coup, doit le faire, et ça pose des problèmes. Moi, je connais bien le milieu rural, j'y ai été élevé, je suis fils d'agriculteur. On est habitué à un certain respect naturel de notre personnalité en milieu rural. Quelle que soit notre position sociale, on est à table avec tout le monde, on parle avec tout le monde, on échange sur le travail avec tout le monde. On vit dans une certaine culture naturelle de l'humain et des valeurs humaines. Et moi, je crois que ces entreprises qui voulaient conditionner par un travail industriel très, très pénible souvent, des gens à se taire, les condamner à se taire en permanence, à un moment donné, ça ne peut qu'exploser. Et ce qui s'est produit au joint français, c'est également produit dans d'autres entreprises de la région. Dans ces années-là, les patrons roulent en DS, les ouvrières vont au boulot en Solex et les syndicats ouvriers n'ont pas le droit de citer dans le monde de la Compagnie Générale d'Électricité. Pour le moment, on se tait encore, mais les relations entre Saint-Brieuc
et l'usine mère de Bezons dans la région parisienne créent déjà un malaise. Au bout d'un certain temps, c'est-à-dire quelques mois, quelques années même, on sent nettement une orientation de téléguidage. Téléguidage, c'est-à-dire que les décisions étaient toutes prises à Bezons, et on était, nous, les besogneux, c'est l'impression qu'on en a eue, on était les besogneux pour exécuter. C'était Bezons qui commandait tout. Et nous n'avions pas notre mot à dire dans quelque domaine que ce soit. Bezons travaillaient bien. Je ne veux pas dire que ce n'étaient pas des ouvriers qui travaillaient très bien, mais nous, on devait travailler encore mieux, puisque leurs joints loupés revenaient chez nous à Saint-Brieuc pour qu'on essaye d'en tirer le plus possible parmi ceux qu'ils avaient mal fait. Donc, il y avait quand même... on n'aurait pas dû être traités comme ça. On aurait dû être traités à égal à égal. C'était un défilé aux joints. On embauchait des gens tous les jours. Mais il y en avait qui restaient 1 mois, il y en avait qui restaient 2 mois, il y en avait qui restaient 15 jours. C'était un défilé. C'est ça qui a donné une mauvaise renommée, ça rentrait, ça sortait. Comme dans une caserne, si vous voulez, quand on dit. Mais j'ai l'impression que les gens savaient quand même à l'extérieur, parce que quand on disait qu'on était des joints français, ils n'étaient pas compatissants, mais presque. Oui. En disant, oh là là, vous n'avez pas de peau. Hein. On n'avait pas de peau de travailler là, en fait. Alors après, quand on voyait ceux qui étaient avec nous aux joints, qui nous montraient leur fiche de paye 15 jours après qu'ils étaient partis du joint, eh ben, leur feuille de paye avait changé à côté de la nôtre, et nous, on était toujours les bobos. Vu de Saint-Brieuc, mai 68 est vécu comme un événement plutôt lointain. Les barricades des étudiants parisiens ne font pas vraiment des mules dans les côtes du Nord. La CGT encadre le mouvement de grève générale et l'usine du joint français est l'une des dernières à fermer ses grilles. Pourtant, dès la reprise du travail, un interdit est balayé. Les syndicats ouvriers s'implantent dans l'entreprise. Qu'est-ce qui vous pousse à ce moment-là à vous présenter comme représentante syndicale ? Parce que j'en avais marre de voir vraiment, il y avait un peu d'abus. Je trouvais qu'il y avait un peu d'abus. On était, comment on dit ça, exploités. Moi, je trouvais que c'était exploité. Parce que je voyais les gens qui se donnaient du mal, qui faisaient leur travail convenablement. Ils avaient une quantité à faire, ils le faisaient, tout. Et il n'y avait jamais rien au bout. Alors on voyait des gens qui étaient déprimés, d'autres qui pleuraient, d'autres... Ça arrivait souvent aussi. Piquet de grève, manif étudiante et ouvrière, l'année 72 bat tous les records de contestation sociale. La nouvelle société, promise par Chaban-Delmas, peine à se concrétiser. La grève du joint a démarré comme un simple conflit social pour rattraper l'écart des salaires avec l'usine de Bezons, évaluée à 20%. Avec l'intervention policière, qui met fin à l'occupation de l'usine au nom de la liberté du travail, c'est un bras de fer qui s'engage avec la CGE. Le PDG est à Paris et s'appelle Ambroise Roux. Il est à la tête du 6e groupe industriel français et numéro 2 du CNPF. C'est vrai qu'il était plus naturel d'avoir les ouvriers dans l'usine que les flics. Et que les flics, leur place aurait peut-être été d'être dans la rue. Ça a été l'inverse. Et je crois que ça nous a servi. Jean Le Faucheur, ancien ouvrier boulanger et secrétaire départemental de la CFDT, apparaît très vite comme le dirigeant de cette lutte. Question d'intuition. Il comprend très vite le parti qu'il peut tirer de la solidarité, surtout à partir du moment où les paysans décident de s'engager aux côtés des grévistes. On est en pleine crise de la paysannerie et beaucoup de paysans, de jeunes paysans, sont en train de se dire mon devenir à moi, il est du côté des entreprises, il n'est pas du côté de la terre. Et quel statut vais-je avoir? Qu'est-ce que je vais devenir? Donc, par exemple, pendant la grève du joint français, on voit des paysans, tout près de Saint-Brieuc, qui se sentent complètement en phase avec les ouvriers sans aucune difficulté et sans qu'il y ait besoin pour ça de faire une espèce de montage idéologique ou humanitaire ou je sais pas quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de banderole, quoi, ça marche tout seul. On aurait dit qu'on était en train de demander de l'aumône. Et après, quand on a vu comment que ça se passait et qu'on a vu tous les cultivateurs, tout ça venir emmener de la marchandise, légumes, la viande, la volaille, des œufs, du lait, de tout, on était suffoqués. On était suffoqués de voir ça parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir les gens comme ça venir autour et puis, je sais pas, ça me mettait mal à l'aise.
C'est vrai, comme dit maman, on avait l'impression de mendier, mais on n'aurait pas accepté ce genre d'aide. On aurait eu 8 jours de grève, on n'aurait pas pu tenir financièrement. Donc moi j'avais 20 ans, et peut-être que je voyais pas les mêmes choses comme maman qui en avait 50, mais, ou 40, excuse-moi. Et c'est vrai que nous, en tant que jeunes de 20 ans, on se dit c'est normal qu'ils contribuent parce que c'est quand même la Bretagne. Ces gens-là nous aident parce qu'ils ont certainement des enfants qui viendront travailler eux aussi. Donc on se bat un peu pour eux, un peu pour leurs enfants, pour l'avenir des jeunes de la Bretagne, pour rester chez nous en fait. La direction de Beson, enfin la grande direction, on ne les voyait jamais. En fait, on n'avait que des boîtes aux lettres, il n'y avait pas d'interlocuteur. Et ça a été le grand hic de la grève de 72. Nous aurions eu des gens en face de nous pour négocier bien plus vite, hein, bien plus tôt. Je pense qu'il n'y aurait pas eu 2 mois de grève. On a eu des gens incompétents sur toute la ligne au niveau humain. Je ne peux pas, si vous voulez, en tant que patron, dire le joint français a mal agi, etc. La seule chose importante que je dis, et je l'ai toujours dit à l'époque, j'avais des contacts avec eux évidemment, c'est qu'on n'a pas communiqué. C'est-à-dire qu'il y avait tous les matins dans les journaux, enfin les journaux bretons, il y avait puis les journaux nationaux après, il y avait des diatribes invraisemblables contre la direction du joint français et l'usine du joint français, et puis il n'y avait aucune réponse pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il n'y avait rien, pas un communiqué, rien du tout. Et c'est ça qui a été regrettable. Plus qu'une erreur de communication, l'intervention des CRS pour libérer les 3 patrons séquestrés apparaît comme une erreur politique qui va se retourner contre la CGE. 4 ans après mai 68, cette photo porte en elle toute la symbolique de la lutte et va marquer un tournant dans le conflit. On fait alors symbole de tout, et la photo de l'ouvrier du CRS va faire le tour de France. Qu'importent alors les slogans simplistes qui ignorent la véritable histoire de ces 2 hommes. On est tombé nez à nez comme ça, face à face. Moi, je lui dis, vas-y, puisque tu es là pour ça, vas-y, tape-moi dessus. Vas-y, que je dis. Et puis lui, il me dit, bien sûr que non, je ne vais pas te taper dessus. Crocher un CRS comme ça, et sans qu'il réagisse, ça ne s'est jamais vu. Hein. Vous voyez comme mon copain en face de moi, je le voyais que lui, quoi. J'étais fou, je voyais plus que lui, quoi. Et puis, bon, bah, comme il représentait les CRS, bah, je m'en prenais à lui. C'est logique. On s'est connus à l'école, toujours dans la même classe, toujours sur le même banc. Quand il y en avait un qui avait fait une connerie, l'autre n'était pas loin derrière. J'ai perdu de vue pendant 6 ans, quoi. Ouais, 6 ans. Et 6 ans après, pof, je me retrouve nez à nez avec lui, quoi. C'est ça le plus drôle de l'histoire, le plus formidable. La dimension sans précédent et l'intensité sans précédent de cette solidarité dans la région bretonne et au-delà fait que précisément c'est tout un peuple qui s'est reconnu à travers ce qu'exprimaient les travailleurs du joint français. On nous demandait partout, pour aller faire des quêtes. Et nous, on ramenait des sommes énormes. Quand on avait été à Saint-Nazaire et puis tout ça, avec des petites boîtes, hein, avec une petite fente dedans, là, tu vois, les boîtes étaient remplies tout de suite, alors si bel et si bien qu'après on prenait carrément des drapeaux bretons ou des trucs comme ça, et puis allez hop, tout le monde mettait ça là-dedans. Pendant les 2 mois de grève, on n'a pas eu de perte de salaire. On a même été plus riches qu'en travaillant, parce que non seulement on avait nos payes complètes, mais on était nourris, on avait des rôtis, on avait du chou-fleur, mais c'était quelque chose de phénoménal. Donc
il fallait qu'on tienne le coup, quoi. J'avais des ailes parce que j'avais tellement de choses à faire comprendre, à dire. J'avais comme une cocotte minute qui bouillait tellement depuis quelques années, puisque je suis rentrée en 66-67, et ça c'était en 72. Donc tout ce que je disais, tout ce que je menais, c'était un besoin d'extérioriser tout ce que j'avais ressenti jusque-là. Et puis ton âge te suivait. Monsieur de mon âge me suivait, et on vivait quelque chose de tellement extraordinaire que on allait au-delà, on avançait même plus vite que des anciens, que les syndicats quelquefois. Tout était bizarre à Saint-Brieuc, puisque le PSU, par exemple, petit parti très fumant, très inventif, agitateur, était le parti dominant. Moi, j'en étais l'un des responsables à ce moment-là, dans ce qui s'appelait les Côtes du Nord, avant de devenir Côtes d'Armor, et on regardait de haut le PC, le PS, n'en parlons pas, c'était une espèce de petit machin croupion, et la droite était fort minoritaire. Donc, c'est vrai que on est dans un secteur qui est assez bizarre de ce point de vue-là. Cette municipalité PSU de Saint-Brieuc, dirigée par Yves Le Foll, n'a pas ménagé son soutien aux grévistes. Mais ceux du Joint trouvent désormais des appuis inattendus. Le Conseil général, conduit par le parti de René Pléven, ministre de la Justice, qui vote des secours aux ouvriers. De l'extrême gauche à la droite, il est devenu impossible de ne pas soutenir une si bonne cause, d'autant que les cortèges dans la rue prennent des dimensions jamais vues, même en 68. Après 8 semaines de blocage, la grève du Joint est devenue une affaire politique nationale qui pose le problème du développement économique breton. Pendant que les casquettes rouges du Joint tiennent la vedette du défilé du 1er mai à Paris, le gouvernement presse la CGE de lâcher du lest. Les ouvriers sont appelés à se prononcer sur un protocole d'accord. À 5 centimes près, les grévistes obtiennent satisfaction. Au bout d'un si long conflit, c'est davantage une victoire morale qu'une victoire quantitative. Il n'y a que le mouvement ouvrier qui est porteur pour l'avenir des valeurs d'une société juste où les hommes pourront enfin être peut-être plus frères qu'ils ne peuvent l'être dans cette société capitaliste. Ils ne peuvent l'être, c'est les uns contre les autres. Voilà, mes camarades, bon courage et surtout, la lutte continue. Je crois me souvenir de leur avoir dit qu'il y avait une victoire, que les travailleurs du Joint français avaient bien défendu leur dignité, et qu'il y avait toute une région qui s'était réveillée, et que c'était une victoire de la région contre la CGE. Tout a été complètement négatif dans cette affaire. C'est-à-dire que quand on fait le point après, évidemment, le patronat du Joint français a cédé quasiment totalement pour terminer la grève. Donc évidemment c'est la victoire des salariés. Il y a eu des problèmes de communication, là aussi on était à une époque où on ne savait pas très bien communiquer, ce qui a été une erreur. Et quand on fait le bilan de tout ça, on s'aperçoit que finalement le Joint français qui avait 1000 ou 1200 personnes, quelques années après n'en avait plus que 450, que l'image de Saint-Brieuc au niveau de cette fameuse industrialisation dont on parlait tout à l'heure, finalement a une image épouvantable, et pendant jusqu'à ces dernières années, à chaque fois qu'on parlait de Saint-Brieuc, on disait « Ah, le Joint français ». La grève du Joint français, moi je trouve que c'est la plus intéressante de toutes ces années-là. C'est un vrai conflit social, d'une certaine façon classique, mais qui n'a rien de classique dans la façon dont ça se déroule. D'abord, je dirais que c'est la fin du complexe de Bécassine. C'est ce que j'appelle le complexe de Bécassine, c'est le complexe du breton lointain par rapport à Paris, qui règne, gouverne et domine. C'est pas seulement la distance entre le patron et l'ouvrier, c'est la distance qu'il y a entre le centre et la périphérie. Et de ce point de vue-là, je dirais que la fin du syndrome de Bécassine, c'est une révolution, c'est une forme de révolution. On va reculons. Il y a une ambiance un petit peu lourde parce qu'on se dit les représailles, il y en aura. Ça, c'était évident. Et bon, par la suite, moi, j'ai pas trop connu parce que je suis partie de mon plein gré. Et je suis partie en mois de mai.
peu de temps après la reprise. J'avais pas honte de reprendre le travail, moi. J'ai repris le travail avec la tête haute. S'il aurait fallu refaire une grève le mois d'après, on aurait recommencé. Ça vous donnait confiance en vous? Oui. On était moins soumises, on n'avait plus peur, de rien. Qu'avant, on était vraiment inquiets, toujours quelque chose. Que là, non. À partir du moment-là, on avait peur de rien. Même pas de perdre son emploi. La grève du juin, on l'avait oublié, fut d'abord une grève d'ouvrières, et des ouvrières qui ne voulaient plus être considérées comme des bécassines. Aujourd'hui, l'usine du joint français est toujours au bord de la 4 voies. Elle emploie 700 salariés à Saint-Brieuc et appartient à un nouveau groupe industriel qui affirme avoir modifié les relations sociales avec son personnel. Le sort de l'ouvrier français, il n'est guère enviable. Le sort de l'ouvrier français, il n'est guère enviable. Le sort de l'ouvrier breton, il est encore pire. Le sort de l'ouvrier breton, il est encore pire.